On a une question, Jean-Luc Robert, d'un auditeur qui rejoint un petit peu l'idée de votre livre Ma vérité sur l'autisme. Une question de Jean-Pierre de Marseille, alors qui nous dit: La France a, semble-t-il, beaucoup de retard sur les prises en charge. Quel est selon vous le pays qui est le plus avancé en la matière? Au Québec, ils étaient très pro-comportementalistes et aujourd'hui, je pense qu'ils commencent à en revenir. Aux États-Unis, ils commencent aussi à en revenir. Bien sûr, c'est aux États-Unis que dans les années 60, donc avec Ivar Lovaas, ABA est né, si je puis dire, et puis je pense qu'ils en reviennent aussi. Je ne veux plus parler de retard en disant que ABA c'est révolutionnaire auquel nous aurions dû penser il y a 30 ans, parce qu'aujourd'hui, je pense que les choses sont beaucoup plus nuancées qu'une notion d'avance ou de retard. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une façon de dire c'est l'arbre un peu qui cache la forêt. C'est plus la question. C'est la question de la qualité des prises en charge qui doit primer. Et oui, d'un point de vue de la qualité des prises en charge, nous avons beaucoup de retard. Maintenant, d'un point de vue des méthodes, je ne pense pas que dire que la France, effectivement, elle a 30 ans de retard, mais je ne pense pas que dire que la France a 30 ans de retard par rapport à ABA, qui est né aux États-Unis dans les années 60, soit le problème aujourd'hui. Le retard, c'est d'un point de vue de la prise en charge et dans nos institutions, il y a, que j'ai, entre guillemets, assimilé par moments à des centres aérés. La France veut faire des économies peut-être de prise en charge. Ça coûte très cher. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ça coûte très cher. Ça a un coût. Ça a un coût non négligeable et je pense que les politiques ne veulent pas se donner les moyens. De toute façon, je dirais le handicap en France a un coût très important qui dépasse la question de l'autisme et qu'aujourd'hui les budgets sont restreints un peu à tous les niveaux et je pense que vraiment s'il fallait financer, si je puis dire, l'autisme à la hauteur de ce qu'il mérite, il faudrait quadrupler ou quintupler le budget. Et je pense qu'on ne peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas se le permettre, mais on ne veut pas se le permettre. Mais pourtant, c'est une question, je veux dire, c'est urgent d'aider les enfants, puisque bon, les enfants ont fortement besoin. Je prends par exemple la question de Marc de Nantes, qui parle de son fils qui est rentré dans l'adolescence et qui se pose des questions sur la sexualité. Donc c'est urgent, c'est une question qui est urgente. Comment lui répondre aujourd'hui à Marc? Aujourd'hui, son fils est entré dans l'adolescence, il veut aider son fils à comprendre la sexualité. C'est pas évident. Oui, effectivement, la prise en charge doit être la plus précoce possible, avec le plus de moyens possible, et que quand on n'a pas eu ces possibilités, les chances finalement d'insertion dans la société, elles sont restreintes parce que l'enfant n'a pas pu évoluer comme il aurait pu évoluer avec une prise en charge la plus adaptée possible. Et forcément, les conséquences, c'est que pour la société et pour la famille, cet enfant reste en grande difficulté et n'arrive pas à s'insérer. Et comment faire alors pour aider concrètement un ado qui est autiste? Comment l'aider à comprendre la sexualité? Parce que là, c'est une autre étape, c'est une étape ça, c'est une vaste question cruciale. C'est une question très compliquée parce que en fait, il y a différents niveaux de compréhension par rapport à cet enfant adolescent. Je ne sais pas où il en est. C'est assez compliqué de répondre à cette question. La plupart du temps, il y a un travail à faire, c'est sûr, très important. J'ai juste une anecdote à raconter c'est que dans les institutions, souvent, quand les enfants se masturbent ou ont des gestes masturbatoires ou des choses en rapport en tout cas avec des désirs sexuels comme ça, on est souvent à leur dire, déjà à leur interdire, parce qu'il y a cette notion de pudeur qui n'est pas acquise et des fois ça peut se passer sur le groupe, sur l'unité, devant tout le monde comme ça, sans se rendre compte que ce sont des choses, donc il y a tout un travail d'apprentissage à faire, mais on leur dit souvent d'aller aux toilettes. Ça c'est le grand mot, hein. Non, on se fâche, tu veux pas faire ça, tu vas aux toilettes, voilà. Bon. Puis aux toilettes, on suppose que l'enfant doit comprendre qu'on l'y autorise. Bon, mais c'est pas évident. Pour un enfant autiste, les toilettes, ça représente l'endroit où on fait ses besoins. Hein, oui. Ça représente pas forcément l'endroit où on peut aller se toucher, découvrir son corps. Bon, donc c'est déjà d'apprendre à communiquer et à expliquer à l'enfant que l'interdit qu'on lui pose n'est pas en fonction d'un auto-érotisme, qu'il y a le droit, qu'il a accès. C'est surtout Freud qui l'a mis en avant. L'enfant, il est reconnu qu'il a une sexualité et qu'il a le droit de la vivre. La question, c'est que l'enfant autiste n'a pas cette possibilité de différer cette pulsion, ce désir, et de comprendre que son comportement n'est pas adapté à la société. Donc le travail, c'est de lui faire comprendre le lieu n'est pas approprié, c'est de l'accompagner dans un lieu où il pourra être isolé et de lui dire que ça ne doit pas se faire sous le regard des autres. Mais quand vous haussez le ton, que vous vous fâchez et que vous dites à un enfant, parce que vous êtes tout simplement choqué par son comportement, non, tu n'as pas le droit de faire ça, et que vous l'envoyez aux toilettes, bon, si vous y prenez de cette manière, il y a de grandes chances qu'il comprenne que son acte est un acte, bien sûr, répréhensible, interdit, et qu'il s'en tienne à là, et sans comprendre que, par exemple, au niveau de la sexualité, on peut avoir régulièrement des jeunes qui vont toucher la poitrine, le sexe des adultes, enfin voilà, parce qu'à un moment donné, ils ont un désir, une pulsion. Là aussi, forcément, l'adulte se protège et dit non,
c'est interdit, mais comment communiquer que c'est interdit parce qu'il n'y a pas eu tout le processus amoureux qui fait que je sois une personne consentante pour être dans un désir avec toi. Lui, ce qu'il comprend, c'est que c'est un désir que je dois réprimer parce que c'est mal. Or, c'est pas la communication qu'on devrait avoir. Mais c'est pas évident, c'est très compliqué de dire à un enfant autiste non, je te refuse l'accès à mon corps parce que je ne suis pas amoureuse de toi, parce que je n'ai pas le même désir que toi, mais tu auras le droit plus tard d'avoir une amoureuse et toute personne a le droit d'avoir du désir sexuel pour une autre personne. Donc, en fonction du niveau de compréhension, quand j'ai dit que dans l'autisme il y a souvent de la déficience, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la tâche la plus difficile qui soit, c'est de faire avec la déficience ou la difficulté de compréhension, parce qu'ils ne sont pas tous déficients, hein, encore une fois, mais en tout cas, la plupart du temps, ils ont une difficulté pour accéder à cette compréhension, mais qu'effectivement, il y a des codes sociaux qui font que on ne peut pas répondre à sa pulsion là, tout de suite, dans l'ici et maintenant. Donc c'est un travail qui peut se faire avec des images. Souvent on passe par des images en expliquant, voilà, les parties génitales sont là. Effectivement, quand on touche à cet endroit-là, il y a du plaisir à cet endroit-là, etc. On a le droit de toucher son propre corps à certains endroits, à certains moments et pas à d'autres. On a le droit de toucher le corps de l'autre et non pas effectivement que l'enfant reste sur un interdit. Non, j'ai pas le droit de toucher le corps de l'autre. On a le droit de toucher le corps de l'autre à la condition que cette personne soit consentante. Mais vous vous rendez compte, consentante, c'est quand même une notion très abstraite. Oui. Donc là encore, il y a tout un travail pour faire comprendre. Donc voilà, tout ça, c'est des scénarios qui peuvent se travailler en images, qui peuvent se travailler avec des poupées. Enfin, on essaie de représenter les choses. Enfin, c'est tout un travail qu'il y a à faire. Mais vous me disiez par rapport à l'auditeur là qui pose la question, ce travail, on peut le faire à tout âge, évidemment. Mais plus tôt c'est fait, et mieux c'est pour l'enfant. Donc, je ne veux pas répondre vraiment à la question par rapport à cet éditeur qui a manifestement un grand adolescent qui a des pulsions. Je ne sais pas comment ça se manifeste, mais je sais qu'il y a tout un travail qui aurait dû être fait en amont quand l'enfant était plus jeune pour essayer de lui faire comprendre cette sexualité qu'il vit. Mais c'est des questions effectivement très très complexes. Hein. Oui, ce sont des petites questions qui amènent à de grandes réponses à chaque fois, quoi. Comme Agnès de Meaux qui pose une question qui paraît toute simple. Donc mon garçon qui a été diagnostiqué autiste peut-il suivre une scolarité normale? Bon, elle n'a pas indiqué l'âge en plus, donc normalement oui, mais c'est pas évident de répondre à cette question comme ça, sans connaître l'enfant, sans connaître l'accompagnement qui lui est proposé, c'est pas évident. Le gouvernement a fait voter une loi et qui autorise finalement tous les enfants autistes à pouvoir bénéficier d'un cursus ordinaire. Bon, ça, on peut aujourd'hui avoir ce discours et se dire que tout enfant autiste a droit à une scolarité dite normale. La réalité, c'est que les troubles étant ce qu'ils sont, la plupart du temps, progressivement, ce à quoi on assiste, c'est malheureusement une déscolarisation progressive de l'enfant. Souvent, l'enfant a quelques heures en classe et quand il est tout petit, ses troubles sont importants et finalement, on finit par penser à une orientation en CLIS et puis après l'orientation en CLIS, parfois on est toujours dans l'idée qu'on va pouvoir, si ça va mieux, le réinsérer dans une classe ordinaire, mais la plupart du temps c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe et c'est plutôt une déscolarisation et puis finalement on arrive à un plein temps en IME. Pour répondre à cette auditrice, ça dépend de la sévérité des troubles. Vous savez que la plupart du temps les AVS, les aides de vie scolaire, les personnes qui interviennent en classe pour pouvoir accompagner les enfants autistes, sont des personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas compétentes et qui font de leur mieux pour essayer d'accompagner un enfant, mais sans qu'on leur donne aucune piste de travail et qui ne travaillent absolument pas avec les institutions compétentes et tout ça. Donc, au final, ça donne quoi? Oui, c'est dommage, mais les enfants viennent à être déscolarisés. Alors, je ne connais pas l'importance des troubles de l'enfant de cette auditrice, mais je peux juste dire que ça nécessiterait, dans la plupart du temps, de gros moyens pour que l'enfant puisse être scolarisé dans un cursus dit classique et que malheureusement, encore une fois, ces moyens, on ne les a pas. Et pourquoi il n'existerait pas une prise en charge est-ce que vous ne pourrez pas faire intervenir un psychologue dans les écoles? Mais là, encore une fois, c'est une question d'argent, c'est ça? Je ne dis pas que je ne veux pas tout ramener à l'argent, mais vous savez, je ne suis pas dans un discours un peu idéaliste où je dirais qu'il y a moyen de réguler tous les troubles autistiques. Vous pouvez faire venir un psychologue, vous pouvez faire venir des éducateurs spécialisés, vous pouvez faire venir ce que vous voulez dans l'école. À partir du moment où les troubles autistiques sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire envahissants, à un moment donné, vous allez vous heurter à un mur et faire en sorte que les choses vont aller vers finalement ce pourquoi je suis davantage pour, c'est-à-dire une classe externalisée. Qu'est-ce que c'est qu'une classe externalisée? C'est une classe où on retrouverait effectivement des enfants en difficulté, mais au sein de l'école ordinaire,
et qui essaieraient de faire les acquisitions les plus importantes qui soient en fonction de leurs difficultés. Parce que de toute façon, dites-vous bien qu'une classe de 30 élèves à gérer, avec un enfant qui a des troubles autistiques importants, même si vous mettez un psychologue à côté, que vous y prenez, etc., à un moment donné, cet enfant va avoir du mal à suivre et ça peut être une souffrance pour lui que de se retrouver à supporter des contraintes. Au début, à un certain âge, lorsque l'enfant a 6-7 ans, bon, la plupart du temps, et encore c'est déjà difficile, on arrive à contenir les choses. Mais plus l'enfant grandit, et plus l'écart se creuse avec les enfants qui sont non autistes, et plus les troubles du comportement sont difficiles à gérer, et voilà, et moins ça devient faisable tout simplement. Donc je ne pense pas que ce soit une question de moyens humains, financiers, c'est aussi dire la vérité aux gens, c'est de dire que les troubles autistiques sont parfois trop sévères pour que l'enfant puisse avoir sa place au sein d'une classe ordinaire. Non, mais par exemple, le cas de l'accompagnement par une AVSI qui n'est pas formée, c'est incohérent, puisque bon, on sait bien que les enfants autistes ont besoin de professionnels pour pouvoir les aider. Donc un psychologue qui soit formé répond mieux à l'attente d'un enfant qui serait dans le besoin. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Les ADS Pourquoi la société ferme les yeux? Là, vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Hein. Là, c'est la question de l'argent, vous avez raison. Les ADS sont sous-formées et sous-payées. Voilà. Donc, elles sont payées des copinettes, elles ont un statut d'une grande précarité, elles enchaînent les CDD, voilà. Donc, bon, voilà, parce que la société ne veut pas se donner les moyens et ne pas payer. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça serait mieux si, effectivement, on avait des personnes compétentes, formées et compagnie. Mais, néanmoins, j'insiste sur le fait que même en ayant les moyens nécessaires, je ne suis pas sûre qu'il serait possible de maintenir tous les autistes, si je puis dire, dans des classes ordinaires. Parce que j'ai expliqué, l'importance des troubles font que vous avez beau être compétent, à un moment donné, une classe de 20 à 30 élèves, avec les exigences de devoir rester assis pendant un certain nombre de temps, d'être concentré à l'écoute et tout ça, de devoir se taire, enfin tout ça, sont des contraintes trop importantes pour un enfant autiste. Enfin, en tout cas, pour une moyenne, si je puis dire, d'enfants autistes qui a des difficultés. Donc c'est une réalité, je sais qu'il ne plaît pas forcément à tout le monde ou qu'il ne plaira peut-être pas à certains parents d'entendre parce que je sais que souvent les parents sont dans le souci de vouloir scolariser leur enfant à tout prix. Je dis aussi voir une certaine réalité. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de déscolariser ces enfants-là en ne donnant pas les moyens à l'école de pouvoir répondre aux besoins des enfants qui sont délaissés et qui ne sont pas réellement pris en charge? Certainement, en tout cas, s'il fallait déscolariser tous dans le milieu ordinaire, ça demanderait des moyens colossaux que je pense l'État ne veut pas se permettre. Et ensuite on appelle les parents pour venir chercher l'enfant en lui disant que, en leur disant que c'est pas possible de le garder. Et puis une école qui va finir par être rejetante parce que une institutrice qui pourra plus gérer la situation, qui va en parler à son directeur, et donc l'enfant, finalement, on obtiendra l'affaire inverse, c'est-à-dire que l'enfant sera rejeté parce que ce sera un enfant qui posera problème et qui sera, entre guillemets, jugé perturbateur, qui empêchera les autres de faire les acquisitions. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis, par moment, je pense que c'est un peu trop compliqué. Par contre, si effectivement c'est faisable, eh bien, il faut le faire. Si l'enfant n'a pas des troubles très importants et que peut tenir en classe avec une AVS et que voilà, il faut le faire, hein. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. On revient sur le sujet de votre ouvrage qui s'intitule Ma vérité sur l'autisme, qui est un essai, qui est un bel essai, d'ailleurs, qui décrit très bien ce que vivent les parents actuellement et ce que ne veut pas dénoncer, je vous en prie, mais ce que ne veut pas dénoncer les médias. C'est qu'aujourd'hui, dans les médias, tout va bien, on fait tout pour les enfants autistes, alors que on ne fait pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les institutions, et vous l'avez vécu, vous pouvez en témoigner. Oui, je l'ai vécu. Le laxisme des éducateurs, vous en parlez? Oui, alors quand je parle du laxisme, je ne veux pas pointer une institution en particulier, mais vous savez, comme pour refaire le pont avec l'école, pourquoi l'école n'est pas toujours adaptée à l'enfant autiste, c'est que l'enfant autiste a besoin d'un enseignement individualisé. Et la définition même d'une classe, c'est de faire un enseignement collectif. Donc on est dans une prise en charge dite individualisée avec ce qu'on appelle un projet personnalisé. Un projet personnalisé fixe des objectifs et des moyens pour atteindre ces objectifs. À partir de là, l'enfant doit avoir, par l'éducateur notamment, afin des ateliers, une prise en charge qu'il puisse faire ses acquisitions autrement que dans le milieu scolaire, mais qu'il puisse les faire. Et dans ces structures, ce n'est pas ce qui est proposé. D'après mon expérience, vous avez des projets personnalisés. Les institutions, dans une partie assez importante, ne suivent pas ces projets personnalisés. Il y a carrément des institutions où ces projets personnalisés n'existent pas, donc à partir de là, la question est réglée. Mais un projet personnalisé qui est un programme qui est censé concerner l'enfant, qui passe toute l'année dans un placard ou dans un tiroir, qui se trouve au secrétariat et qui n'est pas ouvert une seule fois par l'éducateur référent, c'est pas un projet personnalisé qui est vivant et qui permet réellement à l'enfant de faire les acquisitions qu'il est censé faire.
Donc finalement, on essaie de se donner une forme parce qu'on nous demande de le faire, on leur demande de faire des projets personnalisés, donc ils font ces projets personnalisés, et donc des programmes avec des objectifs à atteindre, des moyens, des ateliers, etc. Puis quand on reprend la situation de l'enfant à N+1, c'est-à-dire un an après, et qu'on refait une synthèse d'équipe pour faire le point sur l'enfant, pour dire, bon alors, il était censé travailler ça dans telle ou telle activité. Est-ce que ça a été fait? La plupart du temps, l'éducateur vous dit oui, on l'a travaillé plus ou moins, ou ah ben non, c'est vrai qu'on l'avait écrit, mais on devrait le faire. Et puis finalement, on se dit bon, allez, cette fois-ci, on le fait. Et puis l'année suivante, quand on refait le point 2 ans après, on se rend compte qu'on l'a toujours pas mis en œuvre, toujours pas mis en place. Donc après, on a des chefs de service, des directeurs adjoints qui sont censés être sur le terrain, mais qui n'y sont pas, contrôler les choses, s'assurer que les projets personnalisés sont mis en place, s'assurer que les plannings visuels, par exemple, qui est une méthode Teach pour pouvoir suivre un peu l'activité du jeune au cours de la journée, eh bien, on avait dit qu'on les mettrait en place, mais finalement, on a commencé à le faire un mois ou deux, puis au bout d'un mois ou deux, on se rend compte que toutes les étiquettes se perdent et que les plannings visuels ne sont pas suivis. Ou bien le texte, c'est pareil. On s'était dit qu'on ferait le texte pour ce jeune, c'est quand même un outil de communication essentiel, et puis on a commencé le texte, puis on s'est très vite rendu compte que l'occasion de texte, il restait au fond du cartable, et qu'il n'était jamais sorti. Ah ben oui, alors on avait fixé comme objectif la communication pour ce jeune. On avait dit qu'il devrait faire des demandes. Je sais pas, on avait répertorié une 20aine de demandes par jour. On en est où? À N+1. C'était écrit dans son projet personnalisé. Eh bien, vous faites la synthèse et vous vous rendez compte, ah ben oui, on l'avait dit, mais finalement, le cas sur texte, il est resté toute l'année dans le sac parce qu'on n'a tout simplement pas ouvert le projet personnalisé du jeune. On l'a réalisé à une date précise, on l'a mis dans un tiroir, mais je ne rappelle même plus qu'on devait travailler, qu'on travaillerait le texte. Bon, je sais que ça va faire hurler beaucoup de personnes, ce que je dis là, mais c'est malheureusement pas une caricature. C'est pour ça que je dis que certains centres s'apparentent à des centres aérés, parce qu'il y a des centres où ils font même pas les projets personnalisés, et on fait finalement des activités occupationnelles dans la journée, on a des temps récréatifs à rallonge qui n'en finissent pas, on a un rythme, si je vous dis vous arrivez le matin, vous êtes dans une salle, et puis après vous attendez le repas, et puis après le repas, bon ben voilà, Ça, il y a la récréation. ça, pardon, Jean-Luc Robert, les parents l'ignorent ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, les parents l'ignorent parce que, ou plutôt veulent l'ignorer. Je pense que certains parents ne sont pas dupes et ont les yeux ouverts, mais je vous dis, ils n'ont pas le choix, donc quelque part les enfants sont là. Encore une fois, il y a, je pense, quelques centres en France où on fait un travail de qualité, mais vous avez des chefs de service qui passent à peine sur le terrain, en tout cas qui ne contrôlent pas ce qui est fait par les éducateurs. Vous avez des éducateurs, c'est la nature humaine, quand je parle de laxisme, qui essaient de faire de leur mieux, mais bon, quelque part, ils sont en pilote automatique. Comment? Ils sont démunis, les éducateurs. Ils sont démunis. Je veux dire, vous savez, l'autisme, c'est quand même un trouble qui nécessite une grande technicité et un grand professionnalisme et une grande rigueur. Un enfant autiste va pas venir le matin s'asseoir et se dire, allez, hop, je me mets au travail, je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un enfant autiste, il va arriver sur le groupe et puis il va commencer à déambuler, il va commencer à avoir ses stéréotypies, etc. Pour le mettre au travail, c'est déjà une affaire. Mais quand vous faites un atelier avec lui, je donne un exemple, un atelier pâtisserie. Bon, évidemment, le but, ce n'est pas uniquement à la fin de manger un bon gâteau, c'est de réussir à aller dans le sens de son projet personnalisé. Qu'est-ce qui est important pour ce jeune? C'est qu'il acquiert du vocabulaire, c'est qu'il soit capable de faire une demande, c'est qu'il soit capable, en communication réceptive et en communication expressive, de communiquer. Ça veut dire qu'on a écrit dans son projet qu'il ira en atelier pâtisserie, pas pour faire de jolis gâteaux, mais pour qu'il soit capable de demander le fouet, de demander la farine, de demander le sucre, qu'il soit capable de comprendre quand on lui dit de touiller avec le fouet, qu'il soit capable de comprendre quand on lui dit de casser un œuf, qu'il soit capable de le faire au niveau de la motricité, qu'il acquiert des choses. Et puis, le projet personnalisé à N+1, qu'est-ce qu'on va évaluer? Est-ce que, concrètement, il a, avec les évaluations qui, la plupart du temps, ne sont pas faites ou n'existent pas, est-ce qu'il a atteint les objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce jeune qui est dans une cuisine, si on lui demande de me passer le fouet, il vous passera le fouet et non pas la cuillère? Est-ce qu'il a le vocabulaire? Est-ce que cette année, concrètement, il a acquis les 50 mots qu'on voulait qu'il acquiert? Tout ça, c'est des questions. Voilà, la plupart du temps, je vous dis, quand vous prenez le projet personnalisé du jeune à N+1, que vous faites une synthèse clinique pour pouvoir évaluer, faire une sorte de bilan de son évolution, etc., c'est oui, il a évolué, mais finalement, les évaluations n'ont pas été faites. Et puis, oui, on devait travailler la communication en cuisine, mais cette année, on ne l'a pas vraiment fait. Il faudra qu'on le fasse mieux l'année prochaine, et parce que pendant l'atelier cuisine qui avait lieu tous les mardis, l'éducateur avait complètement plus en tête les objectifs à travailler, et il faisait un gâteau pour faire un gâteau. Puis on goûtait les ingrédients, et puis on passait un bon moment, puis à la fin, on faisait goûter le gâteau à toute l'institution, et puis tout le monde était content parce qu'il faisait du beau travail.
C'est ce que je qualifie de laxisme. Mais encore une fois, je ne pointe pas les éducateurs directement, même si effectivement ce sont eux qui réalisent les choses avec les enfants. Moi, ce que je pointe le maître d'œuvre, je pointe le directeur, la directrice adjointe, le directeur adjoint, Dans votre livre, dans votre livre, donc Voilà. je vous cite dans votre livre, hein, vous affirmez: mon voyage au pays des institutions m'a permis de constater avec écœurement qu'elle souffrait d'un autre mal, la conquête du pouvoir aux dépens de l'usager. Qu'est-ce que c'est cette conquête du pouvoir? Expliquez-nous. Cette conquête du pouvoir, c'est que quand je parle de ces fameux cadres, directeurs, le chef de service ou directeur adjoint, ils ne sont pas dans le médico-social par vocation, ils sont plutôt carriéristes, ont le souhait d'évoluer dans leur carrière et c'est ce qui fait que ce qui se passe sur le terrain, voilà, les ateliers ne sont pas suivis, les projets ne sont pas suivis, c'est pas très grave, quoi. Quelque part, ils s'en indignent sur le moment, mais je veux dire, on sent bien que leur carrière, elle est déconnectée complètement de ces réalités-là. Le temps passe, il y a des prises en charge, on va pas les contrôler parce qu'on n'a pas envie d'être impopulaire. Vous savez, sur le terrain, c'est l'éducateur qui fait la loi, quelque part. Il y a en nombre, il y a des phénomènes de groupe qui sont puissants, donc on a peur d'être sanctionné par l'éducateur qui va nous rendre la vie difficile. Donc en tant que cadre, on veut avoir une sorte de paix sociale qui fait que, on voit bien qu'il y a des prises en charge qui ne vont pas sur le terrain, mais on n'a pas envie de déranger ce petit monde parce que si on remet en question les éducateurs, eh bien, on risque d'avoir une direction qui va devenir de plus en plus difficile. Vous dites aussi dans votre livre, c'est un système pernicieux. C'est un système complice. Voilà, c'est un système complice. Si vous venez à déranger ces cadres en leur disant qu'ils doivent faire leur travail et qu'ils doivent aller contrôler ce qui se passe sur le terrain, vous les mettez à mal et vous prenez des mises à pied, des avertissements. C'est très compliqué. Vous dites des choses graves dans votre livre. Vous dites également: certains établissements recrutent le tout venant avec les conséquences que l'on imagine. Ah oui. Ils recrutent le tout venant. Bien sûr, dans les structures médico-sociales, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des professionnels qualifiés qui sont donc les AMP, aides médico-psychologiques, moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés. Il ne faut pas croire que vous avez... Mais ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de recruter le tout venant. Malheureusement, il y a des établissements, il y a des IME dans lesquels vous avez des personnes qui postulent et qui n'ont absolument pas de diplôme. Alors, bien sûr, il y a dans l'esprit du directeur l'idée de les former en interne et de faire en sorte qu'après, ils puissent avec des équivalences passer les diplômes et finalement obtenir des diplômes d'éducateurs. Mais un certain nombre d'établissements, pour aussi des raisons financières, j'imagine, fonctionnent avec des personnes qui n'ont absolument aucune qualification en matière d'éducation spécialisée ou d'éducation tout court, et qui sont du jour au lendemain catapultés au sein d'une institution avec des enfants ayant des troubles du comportement importants, qui sont autistes et sans savoir-faire, avec, encore une fois, un contrôle inexistant de la part des cadres. Dans votre livre, vous dénoncez quelque chose encore plus grave encore. Vous parlez des hauts gradés, des requins. Les hauts gradés de requins, oui, c'est des gens qui sont alors encore plus hauts, c'est-à-dire dans l'association, parce que souvent ces établissements appartiennent à des associations qui ont pignon sur rue auprès des ARS et des autres instances. Et ces hauts gradés, ce que j'appelle ces hauts gradés, c'est les DRH, c'est tout ce système qui se tiennent la main. Et vous avez des associations qui vivent très bien, qui sont riches parce qu'elles ont beaucoup de subventions. Mais vous savez que ces subventions ne profitent pas directement aux enfants. En partie aux enfants, mais en tout cas... servent beaucoup à enrichir les dirigeants de ces grandes associations qui détiennent un certain nombre d'établissements. Voilà la réalité. Le handicap, que ce soit pour l'autisme ou autre, est quand même une manne financière assez importante. Et beaucoup de gens, quand je parle des hauts gradés, s'enrichissent sur le dos du handicap. Vous avez eu le courage de le dénoncer dans votre ouvrage, Jean-Luc Robert, ce qui n'est pas le cas de professionnels qui ont peur. Qui ont peur finalement. D'autres professionnels ont peur d'exprimer tout ce que vous avez exprimé dans cet ouvrage. D'autres parents tentent de l'exprimer, mais au travers de courriers qui sont peut-être pas lus par les institutions. Aujourd'hui, vous pensez que votre livre va donner envie peut-être à des parents ou à des professionnels de continuer à dénoncer tout ce système? J'espère être une sorte de lanceur d'alerte, quelque part, que ce livre va faire un peu de bruit et que ça va inciter d'autres professionnels, pas que des parents, mais aussi des parents, à dénoncer ce qui se passe dans ces institutions. Très bien, Monsieur Robert. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychologue et l'auteur de ce livre qui en dit long sur l'autisme, qui s'intitule Ma vérité sur l'autisme, disponible sur Amazon.fr au format papier et sur toutes les plateformes numériques. Oui, c'est ça. Donc, on peut se fournir le livre sur Amazon.fr, mais également sur toutes les plateformes numériques. Et il est exclusivement au format papier, pour l'instant, sur Amazon.fr. Donc, que vos éditeurs n'hésitent pas à me poser des questions et à me joindre aussi sur mon site officiel qui est jean-luc-robert
ou sur le site des ateliers par enfants, lezape.fr. Et je vous remercie encore. Merci beaucoup, Jean-Luc Robert. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.